Lino Nassaf Che. Oui, mais non, elle a pas dit Che. Ah oui, ça y est. Ah bah dis donc, ça a démarré. Balev Zez, Balev Bololid, les amis. Hello, Badi Galoust. Vous écoutez la parenthèse sur Hype FM 99.5 FM chaque samedi à midi. Vous nous suivez en direct sur les ondes d'Hype FM. Vous nous suivez sur le Facebook Live. Vous nous suivez sur YouTube. Vous nous suivez dès le lendemain sur... En podcast sur Spotify. Exactement, Mariam. Hello à toi, Balev. Ça va, Laves? Lavem, Toun. Chat, ça fait plaisir de te voir comme ça à l'émission. Oui. C'est trop bien, hein, ça a daté la dernière émission qu'on avait fait ensemble, peut-être. L'année dernière. Ah bah voilà, tu vois, voilà. Merci de me rafraîchir la mémoire. Trop bien. En plus, aujourd'hui, on a une très très belle émission, j'ai envie de dire. On aura des sujets vraiment passionnants. Deux interviews, exactement. Nous avons deux invités aujourd'hui. Toi, tu n'es pas venu tout seul. Moi, je ne suis pas venu tout seul. Une que tu peux nous présenter ton invité du jour? Alors oui, c'est Corinne Zerzavadjian qui va nous présenter son dernier roman qui est sorti il y a une semaine. Et qui se nomme La Roseraie de Garabed, un destin arménien. Yes, hello Corinne, Balev. Merci de me recevoir. Bah, ça fait très très plaisir de te revoir puisque tu étais déjà passé, il me semble, plusieurs fois à l'émission. Oui, la dernière fois c'était pour parler cuisine. Exactement. Voilà, donc, là c'est tout un autre sujet. Absolument. Même s'il y a un petit peu de cuisine dans l'histoire. Tout à fait. Ouais. Et puis on te connaît depuis un petit moment, on était venu te voir sur scène puisque tu es aussi comédienne. Absolument. Oui. Vous étiez venu me voir dans mon seul en scène, Zarzavadjian un an à coucher dehors. Et ça a été une super soirée. C'était trop bien, je m'en souviens. On avait super rigolé. Oui, c'était top. C'était top. Et oui, ce sera du coup en première partie d'émission. On va parler de ton livre, Corinne. Et en deuxième partie, j'ai un invité qui s'appelle Narek. Hello Narek. Valev. Et toi, Narek, tu es venu de Rennes aujourd'hui pour l'émission. Merci pour l'invitation d'abord. Merci beaucoup à toi aussi d'être venu jusqu'à nous pour parler de ta marque de vêtements. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Zartnir. Zartnir, oui. Réveillez-vous, donc c'est la traduction en français. On se réveille. En effet, on rentrera dans les détails de ce que représente ta marque. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Voilà. Pourquoi ce nom? Et ouais, pourquoi ce nom? Et on rappelle, tu as aujourd'hui 19 ans, donc aujourd'hui, oui, c'est ça. À 19 ans, tu te lances. Par rapport à nous qui sommes des oui. dinosaures. Ça me rappelle les mèmes sur Instagram à chaque fois qui disent leur âge. Et quand toi tu dis que t'es né en 1980 quelque chose, t'as le thème de Jurassic Park qui se met à jouer. En tout cas, non mais trop bien que tu te lances là-dedans à ton âge. Franchement, bravo. On en discutera en deuxième partie d'émission. Et juste avant, vous savez, on aime bien avoir notre petit moment tradition, Mariam, n'est-ce pas? L'instant high. L'instant high, exactement. Alors, l'instant high d'aujourd'hui, c'est Peranet Panaluder Achketpats. Excellent. Alors, la traduction serait au lieu d'ouvrir ta bouche, au lieu d'ouvrir ta bouche, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Alors, ce qui veut dire, au lieu de parler, surtout en règle générale, à tort et à travers, observe, regarde avant d'ouvrir ta bouche. Au lieu de dire des bêtises peut-être, ou peut-être avant de parler... c'est les personnes qui pensent avoir la science infuse et en fait on se rend compte que non, mais observe d'abord. C'est ça, c'est-à-dire si tu discutes sur un sujet sur lequel t'es pas à l'aise, il vaut mieux... Ou c'est de prendre toutes les informations qui viennent mais sans dire mais attends, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, ou est-ce que c'est logique, pas logique. C'est vrai. Il faut quand même avoir le sens de l'analyse, on va dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Corinne? Moi, ça m'inspire cette même phrase que me disait ma mère quand j'étais petite. Donc, ça résonne d'autant plus. Ah d'accord. J'ai bien choisi. Oui, absolument. Quel lien incroyable. Tu l'avais entendu, Narek? Non, mais ça me fait penser à une phrase qui dit parle moins. Non, ceux qui parlent beaucoup. Attendez, faut que je réfléchisse. J'ai perdu le fil. Non, mais c'est vrai. Ceux qui parlent beaucoup disent moins que ceux qui parlent pas. Ah oui. Ah, oui, ok, ouais. Attends, je vais réfléchir un peu là parce que parce que des fois on n'a pas forcément besoin de dire beaucoup de choses. Ceux qui parlent moins disent plus que ceux qui parlent beaucoup. Ok, oui. C'est-à-dire tu peux être très percutant et d'avoir les bonnes choses à dire plutôt que de parler dans le vide entre guillemets. Ouais. Eh ben dis donc, ça fait réfléchir cette phrase. Tu peux nous juste la rappeler, Marie? Peranet Panaluder Achketpats. Excellent. J'aime beaucoup, je la retiens. Disons que c'est très circonstance cette phrase. Tu peux la sortir dans plusieurs contextes. Ben oui, c'est top. Bah écoute, merci beaucoup, bravo pour cet instant, Mariam. Très très bien trouvé. Bah aujourd'hui, on va quand même ouvrir la bouche et parler. Mais de manière intelligente.
poser et analyser. Et on démarre de toute façon avec Corinne aujourd'hui, Oui. Corinne Zarzavadjian, et le nouveau livre que Oui, tu as. son nouveau roman qui se nomme La roseraie de Garabed, un destin arménien, paru aux éditions Les Presses de la Cité. Yes, Alors on pour voit ceux la qui sont couverture. sur Facebook et YouTube, voici la couverture du roman. Et alors toute première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un roman? Aviez-vous une envie particulière de raconter quelque chose et le médium du roman vous a paru le plus adéquat? Parce que comme on a dit, vous êtes aussi comédienne. Pourquoi pas avoir fait un autre seul en scène, par exemple? Pourquoi un roman? Alors moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Depuis toute petite. C'est vraiment voilà, c'est un média qui m'intéresse. Mais c'est drôle le rapport que vous faites avec le théâtre, parce qu'en fait, être sur scène, c'est la même angoisse, c'est la même chose que d'écrire. Quand on rentre sur scène, on a l'impression d'être à nu. Et là, quand on écrit un livre, c'est la même chose. C'est vertigineux, parce qu'on a l'impression aussi d'être à nu. Et par moment, quand on n'a pas la possibilité de raconter cette histoire, le fait de l'écrire, de la coucher sur le papier, déjà ça fait un bien fou. Et puis ça comme permet une sorte de thérapie. Enfin, je sais pas thérapie, si c'est thérapie non, mais voilà, pour moi il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, c'est un hommage que je rends à travers mes livres. Déjà à ma famille, et puis c'est un hommage, c'est une façon de mettre en lumière aussi les Arméniens, cette culture, cette histoire. C'est ma source d'inspiration. J'ai écrit 4 livres, dont 2 avec mon frère Richard, mais à chaque fois, c'est toujours la même source d'inspiration. C'est tellement riche, c'est tellement une histoire fabuleuse que j'ai envie de la faire découvrir j'ai envie de partager auprès d'une large audience. Oui. C'est ça qui m'inspire et qui me motive. Et alors, La roseraie de Garabed est la suite de votre précédent roman qui se nommait Rose de Diyarbakir, qui est sorti en 2023. Pouvez-vous revenir, alors juste en quelques mots, sur le précédent roman afin de planter un petit peu le décor? Alors déjà, juste une petite parenthèse. C'est pas mal, bien vu. Juste une petite parenthèse, c'est une suite sans être une suite. Oui. C'est un livre qui peut se lire indépendamment du premier. Les lecteurs qui ont lu Rose de Diyarbakir vont aimer retrouver les mêmes personnages, mais une personne qui ne l'a pas lu va aussi être plongée dans cette nouvelle histoire. Oui, parce que vous donnez quand même certaines indications qui permettent quand même de contextualiser le... Absolument. En fait, Rose de Diyarbakir, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a qu'une passion, le théâtre, et qui n'a qu'un rêve, c'est de rencontrer Sarah Bernard, qui vient faire une tournée à Constantinople. On est en 1894, 1896. Elle vit à Diyarbakir, donc Dikranagest pour les Arméniens, et elle va être prise dans les tourments de la grande histoire, c'est-à-dire qu'elle va rentrer en résistance, et lorsqu'elle va, grâce aussi à Elena Mérier, qui est une figure clé du roman de Rose de Diyarbakir, lorsqu'elles vont aider les Arméniens, plus de 300 Arméniens, et ça c'est un fait réel, à partir, à quitter leurs terres ancestrales pour aller à Alexandrette, prendre un bateau et aller en France, elle ne va pas monter sur le bateau. Elle va rester sur le port d'Alexandrette pour pouvoir rentrer en résistance et justement sauver les siens. Et est-ce qu'en 2023, vous aviez déjà l'idée de faire une suite, ou bien ça s'est fait après la publication en disant « Non, mais je ne peux pas laisser l'histoire telle qu'elle et il faut qu'il y ait une suite ». Alors, c'est drôle que vous me posiez cette question, parce que quand j'ai écrit le mot « fin » à Rose de Diyarbakir, je savais qu'il y aurait une suite. D'accord. Je savais qu'il y aurait une suite parce que l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là, parce que la lumière doit toujours briller, et j'avais vraiment à cœur de raconter la suite de cette histoire. J'avais surtout à cœur de raconter comment cette famille Agopian s'est intégrée sur le sol français. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une ascension sociale? Qu'est-ce qui a été le moteur? Parce que voilà, je parle de l'exil, mais pour moi c'était important de raconter comment ils ont vécu cet exil, et au sein d'une même famille, comment on vit, comment chacun peut vivre cet exil. Voilà, exactement. Et alors, vous parlez des personnages. De quelle manière avez-vous façonné vos personnages et construit une galerie de portraits? Quelle a été votre méthode, et est-ce que ces personnages sont fictifs ou bien sont inspirés de personnes réelles? D'ailleurs, il y a une personne dont le nom ressemble étrangement au vôtre.
et qui s'appelle Tadeusz C'est mon Zalzabatian. grand-père. Voilà. En fait, il y a mes deux grands-pères dans l'histoire. C'est un roman historique, c'est une fiction, mais qui est une fiction qui est inspirée de faits réels, beaucoup, beaucoup de faits réels d'ailleurs. Et les personnages, je ne me suis pas posé la question de savoir, de définir les personnages avec les caractères. Pour moi, ils étaient déjà en moi. Mais est-ce que vous avez aussi depuis pioché longtemps. un petit peu aux côtés de vos amis aussi en disant ah, tiens, c'est quand même cette histoire-là serait intéressant de l'intégrer Oui, oui, absolument, parce qu'il y a des histoires qui m'ont été racontées. Alors, je ne vais pas dire lesquelles, Oui. parce que sinon je vais dévoiler le Oui, livre. oui. Mais il y a des histoires qui m'ont été racontées par des amis que je trouvais, dont je trouvais les parcours exemplaires et qui sont effectivement dans le livre, que certains reconnaîtront d'ailleurs. Mais sinon, les personnages, moi je les trouve très attachants parce que chacun avance il y a un avec, caractère. oui, il y a des caractères, il y a ce patriarche qui est vraiment la figure de mon grand-père, un patriarche respecté de tous, dont on attend la parole, et puis qui est touchant en même temps, mais en même temps qui peut être nerveux. Enfin, et puis il y a le personnage aussi des femmes. Les femmes sont très très présentes dans le livre et elles ont une soif de liberté. Et cette liberté, elles arrivent à l'acquérir grâce à ce métier. Là, justement, on parlait de mode tout à l'heure. Grâce à la couture, elles sont couturières à domicile et elles travaillent justement pour la bourgeoisie française et pour les grandes maisons de mode. Oui, d'ailleurs, vous avez répondu à ma prochaine question, qui est pour dire que c'est un roman choral. Autant Rose Diyarbakir, on voyait il y avait quand même des personnalités qui ressortaient, surtout Rose. Et avec votre précédent roman, on voyait aussi quand même ce côté féministe du roman, féministe, mais durant une période de la fin du 19e siècle. Dans l'Empire ottoman, on n'est pas non plus en Europe ou en Angleterre. C'est pas vraiment, on ne peut pas dire que le féminisme soit très en vogue à cette période là-bas. Et dans votre roman actuel, donc La roseraie de Garabet, les femmes sont toujours présentes, mais j'ai l'impression que nous avons aussi donc affaire à un roman choral parce que on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un personnage principal. Ils sont plusieurs. Et est-ce que, alors, sans révéler, mais vous pouvez juste, on va dire, dépeindre certains des personnages. Alors c'est compliqué. C'est une question un petit peu compliquée, mais c'est pour dire qu'il y a quand même, ils sont plusieurs à être des personnages principaux. Et c'est ça qui est aussi génial. En fait, c'est vrai que dans le premier roman, dans Rose de Diyarbakir, la figure centrale, c'est Rose, mais c'est un livre, c'est une histoire plutôt sur les femmes. Alors que là, c'est un petit peu une autre histoire. C'est-à-dire que, alors déjà pour rappeler un peu le fil conducteur, on est en 1908, au cœur de Paris, où la famille Agopian s'est intégrée, s'est installée 10 ans plus tôt. Et ils vont renouer en fait avec cette liberté d'entreprendre qui leur a tellement manqué dans l'Empire ottoman. Mais donc ils vont, à force de travail, de détermination, ils vont pouvoir construire les contours d'une nouvelle vie. Mais on se rend compte dès les premières pages qu'il y a un secret. Oui. Un secret, c'est un prénom qui n'est jamais prononcé, qu'on chuchote, parce que le fait de le prononcer trop fort, ça risque de réouvrir des cicatrices. Et c'est tellement douloureux. Parce qu'elle est restée là-bas et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. On sait qu'elle est restée dans une prison, mais on ne sait pas si elle est morte, si elle a été enlevée, si elle s'est sauvée, on ne sait rien de tout ça. Donc, il va y avoir un événement qui va faire en sorte que le fils du patriarche va repartir faire le chemin en sens inverse. Il va retourner sur ses terres ancestrales pour découvrir la vérité sur sa fille qui a disparu. Oui, il veut ça, savoir. c'est le fil conducteur. Oui. Maintenant, moi, ce que je voulais, c'est que tout ne se passe pas dans l'Empire ottoman. Oui, c'est qu'on puisse suivre deux pays, deux cadres historiques complètement différents, et puis de voir aussi qu'est-ce qui va se passer aussi à Paris. Et c'est justement, pour en revenir aux femmes, c'est aussi une chronique de la vie parisienne de ces Arméniens du début du XXe siècle qui vont pouvoir s'épanouir dans des métiers d'artisanat qui nécessitent la précision, le travail des gestes, des mains, et aussi de la patience et la culture du beau, parce que ils avaient cette culture du beau. Ils savaient exactement ce qui était beau et ce qui ne l'était pas. Et ils voulaient aussi s'élever à travers ce... Absolument. Et c'était une valeur refuge, mais c'était aussi une valeur d'avenir pour eux. Et ces femmes, les femmes de cette famille sont, pour la plupart, couturières à domicile. Elles sont couturières pour des maisons de mode, pour des maisons de haute couture, et aussi pour les femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie parisienne.
Oui, et c'est ce qui est aussi très intéressant dans votre roman, c'est qu'il raconte le destin donc d'une famille arménienne, mais fournit aussi beaucoup d'informations sur la société et la politique de l'époque, alors que cela soit en France que dans l'Empire ottoman. Sur quel support vous êtes-vous basé pour construire votre roman? Sur tous ces faits historiques, vous êtes basé sur les archives, ou vous avez aussi peut-être des amis historiens qui vous ont peut-être dit, voilà, enfin, comment on construit cette trame historique basée sur des faits Bien sûr, réels? je me suis inspirée de livres, bien évidemment, d'historiens. J'ai un historien qui s'appelle Nicolas Tatessian qui a relu tout, bien évidemment, qui a revu, qui a jeté un coup d'œil sur l'ouvrage, qui a vérifié aussi les concordances de temps, etc. Et puis, j'ai regardé aussi beaucoup d'archives du Figaro. D'accord. Sur justement cette période, et puis des livres sur Chobanian, Arshad Chobanian, qui est aussi présent dans le livre. D'ailleurs, c'est tellement difficile de faire parler des personnages tels que Arshad Chobanian, ou même des personnages de sa famille. On a toujours peur de mal faire, de dire des mots qu'il n'aurait jamais dit. Mais ce que j'ai voulu raconter aussi, c'est que la solidarité dans cette famille, mais aussi dans cette communauté arménienne, n'est pas un vain mot. C'est vraiment, à l'époque, il y avait une solidarité arménienne. Il faut dire que la communauté arménienne n'était pas très nombreuse. Il y avait 1500, 2000 personnes, c'est tout. Là, on est en 1908. Début, voilà, exactement. Donc, il y a vraiment une solidarité. Les Arméniens qui arrivent de l'Empire ottoman, quand on essaye de les aider, les vêtements, on paye aussi certains loyers. Par exemple, on a des artisans, des tailleurs arméniens qui confectionnent les premiers costumes de ces jeunes Arméniens qui trouvent un boulot. Donc, j'ai voulu raconter aussi, c'est comme une chronique de cette vie des Arméniens au début du XXe siècle, où il y a un lien qui est vraiment très, très fort. Et comme quand, par exemple, Ike décide de repartir pour l'Empire ottoman, ils vont l'aider, ils vont lui apporter, ils vont l'aider, ils vont lui donner de l'argent, il y a vraiment une solidarité qui se met en place. Et il y a aussi donc le pendant de la société ottomane, où là, ils pensaient qu'il y aurait une liberté, et finalement... On voit bien, vous faites parler aussi au triumvirat. C'est quand même, je trouve ça très intéressant, les deux points de vue, alors qu'ils sont à la même période et qui alors vivent sur deux planètes différentes. Oui, on est à Paris, on est dans le Paris de la Belle Époque. Voilà, c'est un Paris bouillonnant, vibrant, les artistes, c'est la lumière. Et on est dans l'Empire ottoman. Alors, certes, au début, on arrive et on se dit, il y a un espoir, c'est l'arrivée des jeunes Turcs au pouvoir, avec des promesses d'avenir, de constitution qu'ils vont rétablir. Bon, certes, le sultan Abdulhamid II est toujours présent, mais son pouvoir s'est un peu effrité, il est vieilli, il est un peu... il est un peu moins présent. Mais il y a vraiment cet espoir, d'un nouvel avenir tous ensemble, avec une fraternité. D'ailleurs, lorsque Ike arrive en juillet 1908 dans l'Empire ottoman, à Constantinople, il se dit, mais est-ce que le bateau ne s'est pas trompé de destination? Parce que tout le monde fraternise, c'est des affiches, fraternité, nous sommes tous égaux. Mais voilà, et au fil des pages, on se rend compte, bien évidemment, que cette histoire va vraiment... il va y avoir une mal tournée, et ce sera le début des exactions, notamment à Adana. Alors, pourquoi avoir choisi cette période, à savoir 1908 et 1910, et donc il faut y voir 1909 avec Adana, et aussi les massacres hamidiens avec votre précédent roman? Est-ce que dans votre démarche, il y avait cette idée de raconter qu'avant 1915, d'autres massacres avaient eu lieu dans l'Empire ottoman envers cette même population dont la seule faute était de vivre sur leur propre terre? En fait, c'est vrai que j'aurais pu tout à fait écrire dans un cadre historique qu'on connaît bien, qui est 1915, mais j'avais à cœur de rendre hommage à tous ceux qui sont partis en 1896 au moment des massacres hamidiens, et à Adana en 1909. J'avais à cœur de leur rendre hommage pour ne pas qu'on les oublie. Il y a beaucoup de littérature sur le génocide, et moi j'avais envie de raconter ce qui s'est passé avant. J'avais envie de parler de tous ces signes
Oui, avant-coureur. qui traverse l'histoire, Mm. mais on traverse toujours l'histoire avec les yeux bandés et on se rend compte après qu'il y avait effectivement des signes avant-coureurs du génocide et d'autres événements. Alors, vous racontez une histoire qui a eu lieu il y a plus d'un siècle, mais nous avons l'impression qu'il s'est passé hier pour nous. Enfin, c'est assez. Quand on lit, on se dit, mais en fait, ça n'a pas évolué depuis plus d'un siècle avec tous les événements qui sont passés en 2020. Alors, est-ce qu'il y a aussi un certain hommage à tous les Arméniens à travers le temps, par rapport à ceux qu'ils ont traversés ou même traversent encore? Oui, c'est tout à fait. Et peut-être pas que les Arméniens, peut-être à toutes les populations qui traversent des moments. Oui, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, Mm. c'est ma source d'inspiration. Mm. Cette résistance m'inspire, ce courage, cette détermination m'inspire et elle force le respect. Donc, moi, ce que j'ai voulu rendre hommage à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont vécu, qui ont traversé notre histoire. Mais j'avais aussi à cœur de raconter ce qui s'est passé avant et de raconter aussi le mécanisme. Mm. On a toujours tendance à essayer de demander de l'aide, mais je pense que voilà, ce qui est important, c'est d'être fort déjà Oui. et pour mieux traverser l'histoire. Tout à fait. Alors, ce que j'ai ressenti en lisant votre livre, c'est cette part cinématographique. Comment aborde-t-on l'écriture d'un roman? Et autre ressenti, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce côté policier, de roman policier. En fait, la manière dont vous distillez et présentez l'histoire ont cet aspect de policier. Comment Haig et donc son acolyte, on va pas dire qui c'est, en fait, partent à la recherche de Rose. Bah, ça m'a fait penser à un roman policier et comment en fait la famille restée en France reçoive aussi ces informations. En fait, il y a vraiment ce côté aussi bien cinématographique que policier. Alors, est-ce que c'est un bon ressenti ou Mais oui, tout à fait, parce que complètement à côté de la plaque? non, c'est ça. Non, c'est tout à fait exact, parce que moi, quand je raconte une histoire, j'ai besoin de la voir. En Oui. fait, et c'est drôle parce que quand j'apprends des textes, c'est pareil. J'ai une mémoire visuelle et quand je raconte une scène, j'ai l'impression que mes yeux, c'est la caméra et je rentre dans la pièce et je passe à là et je passe là et je vois telle personne et comment elle est habillée, comment est son regard, quelle est sa réaction. Voilà, moi j'ai besoin de ça et c'est pour ça que par moment, effectivement, quand on rentre dans le livre, on a l'impression de rentrer par moment dans un film. Oui. Et à côté de ça, effectivement, il y a un côté policier. Il y a un côté intrigue. Oui, tout à fait. Ça part, je ne veux pas tout révéler, mais il va y avoir un événement qui va entraîner le départ du père de Rose sur ses terres ancestrales. Et en fait, je me suis dit comment faire en sorte que à Paris, on puisse se parler entre Paris et Constantinople, que les deux héros puissent se parler. Et en fait, j'ai pensé à cette correspondance. C'est-à-dire que le père, le patriarche, Garabed, dit au moment de partir à son fils, envoie-moi des télégrammes, ne dis rien, je comprendrai. Utilise des mots simples, je comprendrai ce qui se passe. C'est comme des codes, en fait. C'est comme des codes parce qu'en fait, les courriers à l'époque étaient, de l'Empire ottoman, étaient ouverts. Oui. Et c'est pour ça qu'au début, c'est pour ça qu'il va passer par les postes étrangères, par les bureaux de poste étrangers. Mais voilà, j'ai utilisé ça et ça donne aussi un côté intrigue policière, c'est certain. Et c'est vrai que aussi, je viens de me rappeler, mais il y a aussi une carte qui permet de juste de situer un peu. Voilà, de situer en fait le chemin que parcourt en fait donc Haig pour arriver jusqu'à donc leur village d'origine. Oui, alors merci de souligner cette carte parce que pour moi c'était important qu'il y ait un atlas dans le livre parce que je m'adresse aussi à une population qui ne sait pas où se trouve Diyarbakır par rapport à Constantinople. Parce qu'en fait, pendant 9 mois, le père de Rose va traverser l'Empire ottoman du nord au sud, d'ouest en est, à la recherche d'indices pour retrouver la vérité sur sa fille disparue. Et cette carte, elle m'a été faite par un dessinateur de grand talent qui s'appelle Charlie Sansonetti, que vous connaissez bien sûrement ici, et voilà, qui a dessiné un parcours
tout à fait intéressant. Justement, le parcours, c'est il quitte Marseille, il arrive par la Grèce, par Athènes, et puis ensuite il va remonter par le Bosphore, les Dardanelles, et il va arriver à Constantinople. Et ensuite, on va pouvoir voir effectivement Diyarbakir, Adana, Cilicie, Erzurum, enfin toutes les villes grandes qu'il villes. traverse. Oui. Et donc, toute dernière question, quelle est votre actualité? Alors l'actualité, donc déjà c'est la promotion, j'aime pas dire promotion, mais c'est de faire découvrir ce livre un petit peu partout et même à l'étranger. Et puis on est en train d'écrire avec mon frère, avec Richard, un nouveau livre de cuisine arménienne qui est sur un concept assez novateur, qui va raconter la cuisine, ça va s'appeler la cuisine des Arménies, et qui va raconter la cuisine arménienne telle qu'on la cuisine en diaspora, comment cuisine-t-on arménien en Australie, au Japon, en Chine, au Sénégal, en Éthiopie, en Arménie, bien sûr, en France. Voilà, l'idée, c'était de montrer à travers la cuisine comment ce peuple est si vivant et comment cette cuisine se réinvente au contact d'une autre culture. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est parce qu'à chaque fois que des Arméniens s'installent quelque part, ils tendent la main à une autre culture. Et c'est cette fusion que nous voulons raconter. Donc ce ne sont pas, il y aura juste une recette traditionnelle, qui est la recette de notre famille, et ensuite il y aura des déclinaisons. Voilà comment cette recette se cuisine en Australie, comment ça se fait en Chine, comment ça se fait en Éthiopie. Et voilà, donc ça va être vraiment un atlas de la cuisine arménienne à travers le monde. Oui, parce que j'allais dire, la sélection, elle est difficile à travers tous ces pays d'aller. Non, mais le concept est génial. Oui. C'est excellent. En tout cas, moi ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce nouveau livre, c'est aussi ce côté authentique, la recherche un peu de cette véracité historique et le fait que tu aies eu tout ce qui a été raconté aussi à travers tes grands-parents, les amis que vous connaissez, qui ont vécu ces moments-là. Et vraiment, en tant que lecteur, on peut se plonger dedans, on peut voir, j'imagine, tu parlais de ces signes d'avant-coureurs, peut-être des choses que, aujourd'hui, si on lit simplement un texte historique, on ne peut pas vivre le ressenti d'une personne qui a vécu ces choses-là dans la rue, dans les regards, je sais pas, dans une appréhension, le ressenti. C'est quelque chose qui doit être bien différent dans un livre et dans un roman tel que tu l'as aujourd'hui présenté. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure d'Adana. C'est vrai que lorsque les jeunes Turcs se sont rendus compte qu'en tendant la main aux Arméniens, ils pourraient étendre leur pouvoir. Mais comment ne pas tendre la main à des personnes qui vous disent voilà, on vous promet la fraternité, on vous promet l'égalité, la Constitution. Et lorsqu'ils vont rétablir la Constitution, c'est vrai que c'est un espoir de fraternité. Et lorsqu'il va y avoir à l'Assemblée 14 députés arméniens, c'est normal que les Arméniens à cette époque aient applaudi. Mais il y a dans le livre effectivement les anciens qui disent mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Est-ce qu'ils pourront parler? Oui, il y a 14 Arméniens au pouvoir, mais est-ce qu'ils auront la possibilité de s'exprimer et de parler en notre nom? Et vous parliez tout à l'heure de véracité de l'histoire. Ce livre, ça rend hommage aussi à des figures qui ont existé. On parle encore d'Elena Mérier, mais il y a aussi une autre femme qui va prendre le relais et qui s'appelle Liliane Doutiwili, qui est la femme du lieutenant Doutiwili, qui était, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais qui est le vice-consul britannique à Mersin au moment des événements d'Adana. Et ces femmes qui ont une détermination, un courage incroyable, vont se lever justement pour sauver des Arméniens à un moment où c'est l'obscurantisme total. C'est vraiment... c'est en plein milieu on est en pleine exaction à Adana et cette femme est extraordinaire. Donc c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à ces femmes, que ce soit Elena Mérier ou Liliane Doutiwili, qui ont sauvé des Arméniens au péril de leur vie et de leur famille. Ça, c'est certain. Oui. En tout cas, on a vraiment très très envie de découvrir cette histoire. Et puis c'est aussi une histoire d'amour, il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais bon, après, on en dévoile un peu trop après. Justement, il faut aller découvrir ça. Et d'ailleurs, on peut te retrouver aussi pendant des séances de dédicaces ce week-end. Oui, absolument. Je serai ce week-end à l'UGAB à Armen Livre. Ensuite, au Drugstore Publicis le 29 janvier. Super. À Valence, à la librairie L'Insomnie,
le 3 février, le 4 février à Lyon, à l'espace Garbis, le 5 février à Dessines, à la librairie L'Insomnie, et le 6 février à Cannes, à la librairie Autour d'un livre, et ensuite à l'espace Garbis, après la messe, au complexe Barsamian à Nice. C'est formidable, ça c'est beau d'avoir ce programme aussi de ta part, Corinne. Merci infiniment pour cette découverte, pour ce nouveau livre. Merci à toi, Mariam, d'avoir présenté tous ces points et tous ces anecdotes peut-être. Et puis nous, on vous dit, allez découvrir ce livre surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais avant de passer à la suite et de découvrir la suite de ce qui se fait, voilà. On parlait de couture, ça touche beaucoup d'Arméniens, c'est intéressant. Ma mère elle-même est couturière. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta famille, Nalek. Voilà, c'est quelque chose qui nous unit très rapidement. On découvrira ça en deuxième partie également. Avant, on s'écoute une petite musique qui, tu me dis, a un lien, Mariam, avec l'histoire. Oui, alors le chanteur c'est Onik Dinjan et alors il y a quelques années de cela, même un petit peu plus, il avait fait un album sur les chansons arméniennes de Diyarbakir. Et comme l'histoire, en tout cas le premier se passe complètement à Diyarbakir et celui-là une partie, j'ai dit en cherchant une chanson, j'ai dit écoute, tous les chemins réunis pour choisir ce chanteur. En tout cas, quelle bonne idée. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'était le chanteur préféré de mon père. Voilà. Donc, waouh, trop bien. On s'écoute Onik Dinkian avec Hangars. Urkatsir, koloruz dö
Voilà, on a voyagé à Diyarbakir avec Onik Dinkian et en même temps, en off, on discutait, on n'arrêtait pas de voyager aussi en parlant du coup de ton prochain livre sur la cuisine arménienne un peu partout dans le monde. Ça promet, ça promet. Mais avant d'en arriver là, on va discuter avec Narek Oui. et Zartnir, ta boutique en ligne de vêtements. Dis-nous un peu, explique-nous un peu le concept, comment c'est né cette histoire. Bah alors en fait, je me suis inspiré un peu de mon parcours. Ouais. Parce que je suis venu en France à l'âge de 8 ans. Ah, ok. Donc j'ai remarqué qu'on a tendance à oublier un peu notre culture. Mhm. Donc j'ai décidé de créer une marque de vêtements pour justement porter des vêtements arméniens et montrer qui on est, Oui. afin de réveiller notre culture. Et c'est là que vient l'idée de Zartnish, donc Ah. de réveiller ses racines. Oui, parce que le terme Zartnir en arménien signifie se réveiller. Oui, synonyme de Artnatsur. Artnatsir, exactement. Exact. Tu es venu à 8 ans et quel était ton parcours ensuite? Tu as pris des études spécifiques pour ce Alors, genre de... Non, pas D'accord. du tout. En fait, c'était par passion. Ah ouais. J'aimais bien dessiner. Ah, Donc, ok. En fait, je suis le genre de personne qui me lance dans plein de projets. Ah, Ensuite, ok. sauf que j'aboutis pas. Des fois, j'abandonne. Ouais. Sauf que une fois, j'ai discuté avec ma sœur. Ouais. Elle m'avait dit ce serait pas mal de créer une marque de vêtements. Mais Donc ouais. j'ai dit tiens, en fait, j'ai des prototypes. Et ça, c'était 2 mois après les prototypes, elle m'a parlé de ça. Ok. Donc j'ai dit ce serait pas mal, je lui ai montré les exemples. Ensuite, ça m'a motivé, donc j'ai plus développé ça. Mhm. Et ensuite, j'ai créé ma première vidéo sur les réseaux, Oui. donc, que tu as pu voir aussi. Oui, parce que du coup, je suis allé voir un peu sur Instagram Oui. Zartnil. Vous pouvez très facilement retrouver du coup Oui. Zartnil avec un tiré du bas à la fin. Et t'expliques un peu ta démarche et Oui, voilà, pourquoi t'as créé ça. la mission de Zartnish, Ouais, donc, ouais, ouais. comme ce que je viens d'expliquer. Hmm. Donc après, j'ai posté la vidéo et j'ai eu plein d'encouragements de la part de plusieurs personnes, donc en principe des Arméniens, Oui. donc qui m'ont encouragé. J'ai aussi été accompagné par Azat, donc qui est un développeur. Vous le connaissez? Oui. Non. Donc il est développeur, il m'a aidé à réaliser mon site internet. Ah, Donc c'est trop en bien. partie grâce à lui que j'ai réalisé un bel site internet. que Mais vous oui, pouvez parce trouver. que c'est vrai, après on a Oui. le lien, on va sur ton site Mhm. et c'est très très bien fait. Mais tu sais, on parlera un peu de design, etc. Mais ça me rappelle un peu quand on est en Arménie, on peut trouver des vêtements également avec des signes, avec des images arméniennes. Oui. Mais c'est vrai qu'en France, ici, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mm. Et donc, c'est peut-être l'une des façons pour toi de te dire je vais amener ce genre de design en France Oui, et, bien sûr. Oui, oui. et le démocratiser. Mm. Ouais. Mais du coup, tu peux nous parler un peu des inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer tes vêtements? Alors, concernant Sassondi David, quand Oui. j'étais petit, il y avait un film que j'aimais trop, c'était le film de Sassondi David. Mais oui. Et ça m'a Avec- inspiré en fait à le mettre sur mes t-shirts. Donc après le processus de création, j'ai dû en fait importer une image de la statue, Oui, donc, qui se trouve dans la capitale à Erevan. exactement. Et j'ai dû le vectoriser. Ensuite, j'ai fait pas mal de modifications pour Ouais. l'intégrer sur le t-shirt. Donc, tu as fait un peu de graphisme Oui, c'est ça. sur ton PC et puis Oui, tu l'as intégré dans. Exact, dans- oui. Et avec qui tu travailles pour réaliser ensuite le t-shirt? Tu as, t'as eu des difficultés un peu à trouver des gens qui pouvaient fabriquer cela ou Alors, tu as utilisé un réseau spécial? pas de réseau particulier. Essayer de démarcher des gens. En fait, j'ai réalisé tout le design par moi-même. Ouais. Et ensuite, j'ai contacté via un site en fait pour trouver des fournisseurs au Portugal Ok. qui réalisent les t-shirts. Sauf que pour une réalité financière, Mhm. j'ai dû partir vers des fournisseurs en Chine. Pour l'instant, ouais. Oui. Pourquoi pas? Donc j'ai réalisé ainsi la deuxième collection Ouais. Ok. et j'ai pu commercialiser et maintenant je suis en rupture de stock. C'est vrai? Oui. Mais c'est excellent. Mais ça, c'est des super signes, ça. Oui. Ça veut dire que les gens qui t'ont encouragé au début sur Insta, ils se sont dit, allez, c'est parti, moi je veux mon t-shirt. Excellent. Donc aujourd'hui, tu proposes des t-shirts, mais Oui, seulement des t-shirts pour le moment. des t-shirts, ouais. Mais pour toi, dans un objectif plus lointain, t'aimerais aussi élargir l'offre un peu Ce serait plus de se diversifier dans plusieurs types de vêtements. Ouais. Notamment des jeans, Hmm. des hauts, des vestes, Hmm. des chaussures par exemple. Tout ce qui est accessoires. Mais en ce moment, je recherche un designer en fait pour vraiment faire ça professionnellement et pas par moi-même. Ouais. Donc il faudrait déléguer cette partie pour avoir vraiment quelque chose de qualité. Oui. Parce que toi, c'est pas ton métier en fait aujourd'hui Oui, voilà. de designer. Toi, Non, pas du tout. tu prends des images, on va dire,
des images fortes arméniennes, Oui. des statues, des paysages, des monuments peut-être, Oui. et tu les apposes ensuite sur les vêtements, et c'est ça ensuite qu'on porte, et oui, en effet, ça nous ramène directement à notre pays. Donc Oui. moi je trouve la démarche est très 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 sympa, et ça crée tout de suite un lien, quoi. Donc, Et j'ai aussi pensé à m'associer en fait avec des artistes arméniens ouais, pour justement passer leur message à travers mes vêtements. Ce serait un moyen de mettre en synergie en fait nos forces pour faire passer le même message. oui. Oui, ça c'est une bonne idée. Mm. Tu peux essayer de contacter même sur les réseaux. Oui, bien Je pense sûr. qu'il y a t'as peut-être des artistes en tête. En tout cas, aujourd'hui tu es tout seul dans le projet, ou tu as aussi des Tout seul. tout seul. Oui. Ça y est, ça demande du courage, j'ai envie de dire quand même. Oui. Parce que moi, à 19 ans, je me lancerai pas dans la création d'une entreprise. Bah, faut savoir qu'au début j'ai beaucoup hésité, surtout au moment de poster la vidéo que tu as dû voir. Et en Ouais. fait, bah, j'ai vraiment hésité, mais je l'ai posté quand même. Donc ça a marché. Ah bah, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Moi, Oui. je sais pas, mais je sais pas pour vous, mais c'est vrai que ça demande quelque chose, c'est de se dire à un moment donné, si j'ai un truc en tête, Bah, faut tenter. faut Au tenter. moins on sait faut que tenter. ça Ouais. peut marcher, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, Bon. et Au moins aujourd'hui, on l'aura essayé. aujourd'hui, j'ai envie de dire, là avec ce premier succès, on va dire, puisque tu es en rupture de stock, tu vas pouvoir ravitailler, tu vas Oui. pouvoir. Oui, mais ça demande aussi beaucoup de budget. Parce Ouais. qu'il faut faire une certaine variété en fait. On peut pas proposer juste un modèle. Oui. Parce qu'on a plusieurs clients et on peut pas satisfaire le besoin de tout le monde. Est-ce que ça, là-dedans aussi, du coup, t'es dans les calculs en train de Oui. voir à quel prix tu Bah justement, proposes. ce que je fais en ce moment en études, donc en GEA, bah, ça m'aide un peu dans la comptabilité pour le calcul des marges. Le GEA, c'est C'est quoi, vrai. du coup, tu peux présenter Donc c'est gestion des entreprises et des administrations. Ah, Je fais ça actuellement à Rennes. ok. Je suis en licence en première année, Mhm. donc ça se passe bien. Bah, Et je découvre aussi. Donc, bah, forcément, je pense que ton parcours, tu l'as plutôt bien choisi, parce qu'il est en lien avec une de tes passions, qui est du coup de créer une entreprise. Et Oui. voilà. Donc, à mon avis, ça va t'aider aussi à professionnaliser ce projet. Il y a Et, une partie conception et gérer l'entreprise, quoi. Si, C'est ça, oui. bien sûr, bien sûr. faut que ce soit viable. Bah ouais, bah oui. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est parti. Il faut aller voir sur son site pour aller voir. chercher sa prochaine pépite. Est-ce que tu as des idées un peu de qu'est-ce que tu voudrais apposer par la suite? Ça son petit David, ça on sait, puisque voilà, ça représente Bah, actuellement, beaucoup de choses. je suis en train toujours de réfléchir sur le sujet. Ouais. Mais après, j'aimerais pas faire des choses très génériques comme le font. J'aimerais me différencier en fait. Oui. Donc c'est ça que je recherche. Donc d'où l'idée peut-être de rentrer en lien avec des artistes Oui, voilà. aussi. On pourra t'en présenter. On connaît quelques personnes qui sont dans le graphisme justement. Très bien. Mais oui, ils font des Ravi. dessins. Et puis c'est des métiers vraiment intéressants. C'est des métiers créatifs. Tu peux tu peux essayer de faire sortir ton message en plus. Oui, oui. Et aujourd'hui, bon, du coup, tu as réussi à faire cette première étape. Est-ce que tu as d'autres rêves pour ce projet que tu voudrais mettre en place, ou Bah, peut-être un autre style de gamme de Ce serait produits? d'ouvrir une boutique physique. Ouais. Oui, Ok. ce serait pas Ouais. mal. Franchement, c'est le rêve que je souhaiterais réaliser. Ça, ce sera par la suite. Il va falloir suivre l'histoire. Et si tu vois des personnes peut-être qui hésitent aujourd'hui à se lancer dans ce genre de choses, est-ce que qui auraient peut-être ton âge, ou un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ton vécu de cette aventure? Bah, il y aura des difficultés, c'est sûr. Ouais. Il y aura des moments où on aura envie d'abandonner. Ouais. Mais il faudra quand même se lancer parce que même si on réussit pas, au final, on aurait acquis des connaissances en fait. Bien sûr. Parce que moi, avant le projet Zartnish, bah, c'est pas pareil. J'ai appris beaucoup de choses dans plein de domaines, Mm. que ce soit dans la communication, la création, la conception. Mm. Donc voilà. Tu sais, ça me rappelle un peu ce que disait Corinne au début. Avant de d'écrire ce livre, ça te paraît vertigineux, ça te paraît énorme. Et au fur et à mesure, tu te lances dedans. Et ensuite, tu déballes, en fait. Tu commences à faire pas à pas les démarches qu'il faut, et d'y arriver. En tout cas, moi, je souligne ton courage de t'être lancé là-dedans à Merci. 19 ans, d'avoir déjà des ruptures de stock sur ta première gamme de produits de t-shirts arméniens. Et du coup, pour te contacter, comment on peut faire? Est-ce que ça passe surtout par Instagram, par ton site internet? Sur Instagram principalement. Ouais.
Oui. C'est ton site professionnel hein, sur Instagram. Oui, ou Zart. sur le site internet. Oui, donc là, on peut consulter tes produits et ensuite commander. Oui. Faire des précommandes. Mais peut-être. pas pour le moment. On fera Oui. des précommandes. Comme ça, tu pourras affiner les stocks et savoir combien recommander. En tout cas, oui, c'est vraiment sympa. À chaque fois, ça me rappelle. C'est vrai qu'on a tous. Je sais pas si toi, Mariam, tu as des t-shirts un peu avec des symboles arméniens. T-shirt, non, mais des tote bags, oui, beaucoup même. Des t-shirts, oui, ouais, c'est vrai. Mais moi, j'en avais acheté Si, j'ai quelques-uns. un t-shirt avec l'alphabet. Mais Voilà, non, c'est plutôt c'est des vrai. tote bags que j'ai. Mais j'imagine que ça, c'est un peu le côté plus classique qu'on Oui, verrait voilà. un peu. Alphabet, quelques, je sais pas, Tigran, Met, voilà. etc. Ça, c'est le côté classique. Oui. Et pour faire. Ah, mais le une- côté classique, quand tu arrives à bien designer, ça peut. Bah oui. Tu peux créer justement. Bah après, c'est là qu'interviendra, Voilà. j'imagine, le lien avec l'artiste. Mais moi, je suis plus minimaliste. J'aimerais pas Ah. trop Ouais. être expressif sur. Ouais. les vêtements. Ouais, là. Non, mais c'est vrai, c'est très. T'es dans le temps d'aujourd'hui, en fait. Tu modernises un peu Oui. le. Quel est le profil des gens en fait, qui achètent ces modèles? C'est Alors, plutôt C'est vrai. des Arméniens, des non-Arméniens. Est-ce qu'il y a des non-Arméniens aussi? Oui, beaucoup de Ouais, c'est bien, non-arméniens, c'est oui. super. Des Trop bien. Français, oui. Ça, tu t'y attendais ou ça t'a été une Non, surprise un peu? franchement, non, je pensais qu'il y aurait que des Arméniens, mais non, en fait, pas du tout. Il y a Hmm. eu des, il y a aussi, il y a eu des Français aussi. Mais ouais, parce que. Formidable ça. Mm. Oui, bah oui. Ouais, Ils parce ont que. un t-shirt Sassoon si t'as mis. Ah, mais moi, je suis sûr, ils étaient sur Insta, ils ont scrollé, ils ont dit ah ben il est trop stylé ce Ouais, t-shirt. ouais. Et ils se sont dit je veux le même. Mm. Mais ouais, mais ça c'est Ouais. top. Et puis ça, en effet, ça permet bien d'élargir, sûr, bien sûr. de raconter une histoire sur une autre culture et de faire véhiculer découvrir. des messages. Mm. des- Oui, mais moi, je pense que les gens achètent plus pour l'histoire que Oui. ce que représente le t-shirt en lui-même. Ah oui, c'est ce que tu disais Oui. au début d'être venu en France. Est-ce que tu as senti peut-être un détachement immédiat par rapport à tout ce que tu pouvais garder en toi de l'Arménie ou Alors, pas est-ce- directement, mais au fil des ans, je trouve Oui. qu'on a tendance à se détacher, en fait. Hmm. Donc, c'est Parce pour ça. qu'on n'est pas forcément plongé toujours dans notre culture. Est-ce qu'à Ça la dépend maison, qui. ça dépend pour qui. Oui. Non, mais après, Oui, non, mais après, oui, c'est pas une généralité. mais c'est pas facile. Pourquoi aujourd'hui ici on parle français? Parce qu'on veut aussi toucher des Arméniens qui sont d'origine arménienne mais qui n'ont plus le lien avec la langue, par exemple. On veut essayer d'amener l'arménité, notre culture, aux personnes qui savent qu'ils ont une origine arménienne, mais qui peuvent pas forcément y accéder aussi facilement. Peut-être à la maison. Je sais pas si tu parles arménien à Oui, la tout maison. le monde par exemple. parle en arménien à la maison. Tu vois, c'est par exemple un lien qui est gardé. Et d'autres personnes n'ont pas peut-être cette chance, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Mais du coup, moi, je trouve cette démarche vraiment formidable, Narek. Donc, Zartnir, il faut Oui. suivre le projet, les amis. Suivez Zartnir, tirez du bas sur Instagram, sur le site internet. Et j'ai envie de dire encore bravo. Merci beaucoup. Et merci beaucoup surtout d'être venu de Rennes aujourd'hui pour présenter ce projet. Avec plaisir. Et surtout, n'hésite pas dans les prochaines éditions, si tu as des mises à jour à faire. Bien sûr, je repasserai. Ike fera le relais. Yes, on garde le lien, évidemment. Je sais pas si ça vous inspire. Est-ce que ça vous donne envie, là, moi, pas sûr qu'à 19 ans, ou même maintenant, je me lancerai parce que, en fait, moi, c'est tout le côté paperasse, moi, qui me. Ah, qui te fait peur. Ouais, non, ça, c'est. Non. Donc, je pense que voilà, je ne ferai jamais ce pas, c'est juste rien qu'à voir l'administration. Je fais non, c'est bon. Bah ouais, j'imagine. Mais après, voilà, un chapeau à lui. Surtout qu'il est en rupture de stock. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Hein, Ouais, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais ce que je trouve encore plus beau, c'est le fait de croire en soi, de croire en ce qu'on fait et Oui. d'aller jusqu'au bout. Donc, tu disais tout à l'heure, oui, j'ai toujours plein d'idées, mais Ouais. voilà, par moment, je vais jamais jusqu'au bout. Mm. Mais si sur 10 idées, tu y en as une qui te permet d'aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire, c'est fantastique. En tout cas, bravo, surtout à 19 ans. Yes. Ça prouve encore, si on ne savait pas, que les Arméniens ont le sens de l'entreprise. Donc, bravo. Merci. Exactement. Ah, finalement, c'est un héritage. Ouais, oui. absolument. On perpétue voilà, nos traditions et nos savoir-faire. Donc, merci beaucoup, Nalek, et bravo à toi. Merci à vous. On garde le lien, évidemment. Écoutez, avant de clore l'émission, on aime bien donner des petites news, agenda, etc. Oui, vous l'agenda. savez.
T'avais un petit truc à mentionner par rapport au salon du livre. Oui, comme Corinne l'a dit tout à l'heure, il y a le salon du livre Armen Livre qui a lieu normalement à Alfortville, a lieu cette année, enfin 2026, a lieu à l'UGAB, rue de Courcelles, 117 rue de Courcelles à Paris. Yes, aujourd'hui et demain, toute la journée. Très bien, oui. Et puis, oui, on retrouvera toutes les séances de dédicaces de Corinne Zarzavadian à partir de demain, du coup. Aujourd'hui même, oui, tout à fait. Super. C'est toutes les dates que tu as citées tout à l'heure. Je voulais aussi mentionner une pièce de théâtre qui s'appelle 8000 km. C'est un monologue de Samuel Topalian, qui est un acteur qui a joué dans beaucoup de films arméniens. La suite de Gianco Gorif. Oui, il a joué. Je ne sais plus comment s'appelle la suite. Mais... je ne sais plus exactement, mais il sera bientôt à Paris. Et c'est un monologue dans lequel il raconte pas mal de choses sur 8000 km remplis de précieux souvenirs, tournages clandestins, événements inattendus, situations un peu désespérées, voire cocasses. Et c'est quelque chose à découvrir le 30 janvier 2026 à 20h30 au Centre culturel arménien, pareil, à l'UGAB, à Paris. Donc voilà, on reste dans les mêmes locaux le 30 janvier. Donc n'hésitez surtout pas à partir de 20h30 d'aller voir cette pièce de théâtre organisée par Synode Productions. J'aimerais aussi citer un événement, une petite fête, voilà, si vous avez envie de faire la fête. C'est la Night Party organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France, section Astrig, le 31 janvier, donc le lendemain, à 21h, avec le DJ Steph. Donc ce sera à l'espace Charles Aznavour, salle L'Essentiel à Arnouville. N'hésitez surtout pas à contacter la Croix Bleue des Arméniens de France ou vous rendre là-bas le 31 janvier, du coup, 21h pour la Night Party. Et j'aimerais aussi citer un colloque très intéressant, Santé Arménie, qui organise un colloque sur la réforme de la santé en Arménie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ils vont discuter de pas mal de sujets. Lundi 2 février à 18h30 à la mairie du 17e arrondissement à Paris. Ils vont parler de la responsabilité publique, la vision politique de la santé en Arménie. Il y aura une table ronde sur l'héritage et les réformes qui sont en cours, une analyse des besoins structurels et la coopération des ONG entre l'État, la diaspora. Donc c'est vraiment des choses très intéressantes que vous pouvez suivre si le sujet vous intéresse sur la santé en Arménie. Donc organisé justement par Santé Arménie. Et on citera également Arsène Petrosian. Oui, qui est un joueur de doudouk. L'âme arménienne. Musique traditionnelle et musique sacrée, Arsène Petrosian avec le quartet qui sera présent le 11 février 2026 à 20h30 à la salle Cortot à Paris 17e pour une soirée de musique arménienne. Un voyage à travers l'histoire en effet de nos instruments. De nos musiques. Exactement. Donc Arsène Petrosian, c'est voilà pas mal d'événements qu'on a cités. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire si ce n'est merci beaucoup. Merci à vous. Quelle belle émission. Moi j'adore ce genre de spontanéité, ces histoires, ces liens, parce que je vous vois tous les deux, je sais pas, j'adore le lien qui est créé. On parlait du fait d'avoir on a toujours connu des couturières, tu en parles dans ton livre, Nalek, il a ce lien. Mariam qui a lu le livre et qui nous le présente. Je ne sais pas, j'aime beaucoup. Merci infiniment. Merci à toi Mariam. Merci. C'était une très belle émission. Moi, je vous dis bravo. Et puis, on se retrouve bientôt. Hein. Absolument. Yes, très vite. Merci. La semaine prochaine pour la suite de la parenthèse sur IPFM. Et avec nos invités bientôt. À la prochaine. Bye bye.